Je suis heureux de vous présenter deux nouveaux Sartois, c'est bien quand même. Alors on va commencer par madame, Christelle Desbordes, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Bienvenue à LMTV, c'est la première fois. Ah oui, oui. Et bienvenue en Sarthe également. Philippe Brissot, bonjour. Bonjour. Bienvenue en Sarthe également. Merci. Alors on est heureux de savoir que, alors des archéologues, il y en a un certain nombre en Sarthe, bien évidemment, qui s'occupent d'Égypte, on en a un, bien connu. Jean-Yves l'Empereur, qui lui est originaire. Alors, il est, du coup, Empereur, pas l'empereur. Oui, empereur, pardon. Je corrige toujours. Et vous aussi, vous êtes égyptologue. Oui, nous sommes égyptologues tous les deux. Depuis combien de temps ? Archéologues. Depuis toujours ? Moi, ça fait un bout de temps, monsieur. Ça fait maintenant, je sais pas, 45 ans. Comment on devient égyptologue ? C'est une maladie, ça. Ou alors pourquoi peut-être ? C'est-à-dire que moi, c'est lié à des histoires de gamins. Pour Christelle, je ne sais pas. Mais vous savez, la 6e, les cours sur l'Égypte et tout ça, c'est un très fort déclencheur. Bon, c'est pas Tintin. C'est pas Tintin, ah non. Non, ça aurait pu. Hein. Ah non, ni les mystères de la Grande Pyramide. Voilà. Et vous, Christelle ? Moi, c'était plutôt le goût pour les enquêtes. Au début, je voulais être policier. Ensuite, juge d'instruction. Et puis, finalement, je me suis tournée vers l'archéologie. C'est le goût de trouver des choses nouvelles, de chercher un peu comme ça dans l'histoire encore mieux. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez fait des découvertes absolument merveilleuses que vous allez nous raconter, et on verra quelques images bien évidemment, et vous invitez tout un chacun à participer d'une certaine manière. Vous l'avez déjà fait l'année dernière à travers un financement participatif, mais je pense que c'est mérité. Votre soutien effectivement est important. Moi j'ai découvert en préparant cette émission que en fait les recherches que vous faites, il faut les autofinancer. Ça ne se fait pas... Dans la structure dans laquelle nous sommes, oui. Sinon, si on est dans un cadre qui relève d'institutions étatiques ou de choses comme ça, là, il y a des financements. Mais même souvent, vous savez, dans le temps jadis où j'étais dans cette structure-là, il est clair que les crédits que l'on avait étaient totalement insuffisants. Non, mais alors ce qui est étonnant, c'est que là, vous avez découvert un site, ça s'appelle Tel Digbou, hein, c'est ça, totalement vierge, de fouilles depuis toujours. Depuis toujours. A priori, des choses extraordinaires ont été découvertes, mais il n'empêche que il faut que vous vous débrouilliez pour financer les recherches. Complètement. Oui. Une mission indépendante et en effet, on est obligé de trouver nos financements chaque année. Voilà, pour financer la fouille de... Alors, on a une association qui est créée, elle, depuis de très longues années, mais l'association, disons, elle a besoin d'un petit coup de main supplémentaire, et c'est le financement participatif qui Alors, je disais il y a un instant, un site qui date de 3000 ans à peu près, c'est ça ? Oui, c'est ça. Du premier millénaire avant. Donc une ville qui a totalement disparu ? Qui a totalement disparu. Maintenant, c'est comme tous ces sites égyptiens qu'on appelle des Tel Digbou. C'est une énorme colline. Voilà, elle culmine à 20 mètres. Si on taille dans les 20 mètres, ce sont des bâtiments, des couches, des ensembles posés les uns sur les autres, sur 20 mètres d'épaisseur. Et puis c'est pas un petit site, hein ? Ah non, ça fait un nombre... Maintenant, à l'heure actuelle, le site fait 70 hectares, mais à l'époque, il devait être plus étendu. Il y a toute une partie de la ville qui a dû être recouverte par les champs alentours. Et c'est quand même une ville qui a vécu pendant plus de 2 millénaires, a priori sans grosse interruption, quoi. Oui, alors, c'est intéressant, 2 millénaires, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça a passé un certain nombre de périodes et de civilisations différentes, parce que les pharaons d'abord, c'est ça ? Oui, tout à fait. Les pharaons... ensuite, elle a vécu pendant l'époque gréco-romaine, l'époque byzantine, et puis elle avait pris beaucoup d'importance à l'époque médiévale, puisque c'était à l'époque musulmane, puisque c'était un gros centre de production de tissus, des tissus de luxe qui étaient fabriqués à l'attention des califes dans tout le Moyen-Orient. Des étoffes précieuses en lin, soie et fil d'or, dites-vous, dans la présentation, fournisseur officiel des califes, c'est ça, oui, et de leur cour. Pas exclusif, il y avait d'autres villes qui le faisaient aussi, mais eux étaient officiellement... Comment une ville peut disparaître ? Alors ça, c'est une question que je me suis toujours posée. Un événement naturel... Les croisades. Ah bon ? Là, c'était communauté copte, essentiellement.
essentiellement Enfin, il y avait une grosse communauté copte Au en début. ville, mais Mais après, il est certain que, disons, la politique générale du calife et tout ça a fait en sorte que beaucoup de gens se sont convertis pour échapper aux impôts. D'accord. Ah oui, tout simplement. Il faut être pragmatique. Et donc les croisades ont rayé la oui, ville de beaucoup de Dakar. villes Voilà. de la région. Ouais, tout- La région a complètement changé à cette époque-là et on perd la trace de Dibgou vers le XIIe siècle. C'était combien d'habitants probablement Non, on ne sait à l'âge d'or? Là, on ne sait pas. Ça, on ne sait pas encore. Certainement plusieurs milliers. Ouais. On a quelques indices pour une ville à côté qui était une ville plus importante, Tinnis, où là c'était effectivement des milliers et des milliers d'artisans. Mais vous aviez trouvé des écrits sur cette ville avant de commencer à fouiller ou vous avez fouillé parce que vous vous êtes dit, bah voilà, il y a le monticule dont vous parliez et après tout, on va peut-être trouver quelque chose. Vous savez, il y a un truc qui sert à voir les écrits, c'est... D'accord. Voilà. Comme cette ville, sur cette colline, on la connaissait, on y allait, se promener, parce que c'était un lieu tout à fait retiré et calme. Et forcément, avec notre habitude de regarder tout ce qu'il y a au sol et tout ça, on a vu que c'était intéressant. Et que même si elle est connue pour avoir été à l'époque musulmane, on voyait très bien que c'était beaucoup plus ancien. Alors on voit des images de la télévision japonaise, parce que les Japonaises sont intéressés à ce que vous faites. Vous avez déjà fait deux campagnes, c'est ça hein? Voilà. Oui, là ça va être la troisième. Ça va être la troisième, à laquelle on vous invite, je vous rappelle, de participer. Donc vous avez découvert des choses particulièrement intéressantes. Atelier d'artisanat d'abord d'époque byzantine, c'est ça? Oui, en fait, il y a deux grosses choses intéressantes qu'on a trouvées. D'abord, on a prouvé que c'était une ville pharaonique, c'est-à-dire que personne ne le savait avant, donc on a découvert cette nouvelle ville pharaonique dont on ignore encore le nom pour l'instant. Et puis le deuxième gros point, en effet, c'est alors tout ce qui est les ateliers d'artisanat à la fin de la période pharaonique et puis pendant la période byzantine, et puis surtout les quartiers d'habitation à l'époque musulmane, et là qui révèlent des richesses absolument fascinantes. Oui, parce que en l'occurrence, les maisons sont bien conservées d'une certaine manière, c'est ça? Étonnamment conservées. Oui. Ça veut dire qu'on reconnaît les pièces aisément. Ah oui. On a même retrouvé la salle de bain de la maison dans laquelle, avec l'évacuation des eaux, la petite armoire pour mettre les poteries pour s'asperger. Enfin, c'était vraiment... Et alors moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est vous avez découvert des morceaux de toiture en roseau. Ah oui, des fagots de roseau, oui. Oui, c'est-à-dire que ça, c'est une preuve qu'il n'y avait pas beaucoup d'étages, parce qu'on ne pouvait pas monter des étages là-dessus, mais il y avait des poutres en palmier, et puis on faisait des gros fagots de roseau qu'on posait là-dessus, on devait remettre un peu de terre pour que ça étanchéifie, et puis voilà, c'était suffisant. Mais vous avez une chance folle, là, parce qu'en général, c'est le genre de choses qui se dégradent. Justement, c'est ce qui est assez exceptionnel à Dibgou, c'est que dans ces niveaux-là, l'essentiel de ce qu'on trouve comme objet, c'est en matériaux organiques, c'est d'habitude ce qu'on ne trouve pas. Et des bonnets tissés en laine. Voilà, c'est des vêtements, des fragments de tissu avec les couleurs encore. Des objets en bois aussi, des volets, des portes. Alors vous êtes combien de fous à vous occuper de ça? Je crois qu'il y a 5 Français, c'est ça? Voilà. L'équipe. Il y a 5 Français, et puis en Égypte, on a entre 20 et 30 collaborateurs égyptiens. Ouais. Et alors, donc vous avez besoin de financement. Il y a une partie qui est déjà financée par une association, c'est ça? Voilà, par notre association qui existe donc depuis 30 ans. Et qui, elle, trouve des fonds auprès de qui? Auprès de particuliers également. C'est fou, ça. Il y a comme ça des gens qui... Oui, on a même des sociétés qu'il faut remercier, des personnes qui sont des dirigeants dans des sociétés qui nous ont, d'entreprises, qui nous donnent des sommes intéressantes pour nos besoins à nous. Des mécènes, quoi. Des mécènes. Bon. Des mécènes. On peut défiscaliser, évidemment, j'imagine. Oui, bien sûr. Alors, on est une association d'intérêt général, donc c'est déductible des impôts, évidemment. Les adhésions et les dons sont déductibles. Donc là, opération de financement participatif pendant une cinquantaine de jours, c'est ça? Oui, alors ça dure, il reste plus que 42 jours, je crois. Ah bon, alors faut vite. Ouais. Chez Ulule, non? Voilà, chez Ulule, sur le site d'Ulule, et ça dure jusqu'au 5 juillet. Bon, ça s'appelle, alors attendez, comment ça s'appelle? Dibgou l'égyptienne 2016. C'est ça, Dibgou.
Dibgou l'Égyptienne 2016. Ah oui, c'est l'inverse, c'est pas Dibgou, c'est Dibgou. Ouais. Ah oui, d'accord. plus difficile Depuis le début, à je me trompe, j'ai l'air de Et quoi. les dons commencent à 5 €. Ouais. Et après, en plus, à chaque fois que vous faites un don, vous avez le droit à une contrepartie qui est assez sympathique. Ça Ah oui, peut j'ai être, regardé les contreparties. Alors, voilà. d'abord, il y a votre art, puisque vous savez faire... vous êtes photographe par ailleurs, c'est ça? Oui, enfin, je me suis formée comme ça au fil des années, et c'est moi qui prends les photos, oui. Et donc, entre autres, parmi les choses que vous aurez, si vous mettez un petit peu d'argent, 20 €, vous aurez une photographie numérique. Comment dire, vous créez un lien permanent avec vos donateurs. Oui, quoi. alors c'est le don qui est intéressant, c'est quand on donne 50 € par exemple, déductible des impôts, donc ça fait 25 € à peu près en vrai. Et là, vous avez le droit à un mail à chaque fois qu'on trouve quelque chose de nouveau sur le chantier, donc Tous les en jours. direct. Tout au long de la fouille, et donc ça permet en effet de créer un lien avec les personnes qui nous soutiennent. On répond aux mails, on échange, et c'est très intéressant. Bon, et puis alors si vous êtes un peu plus généreux, vous pourrez même jusqu'à aller visiter ce site qui est totalement fermé. Hein. Ah oui, ça c'est pas du tout fréquentable par les touristes de base, quoi. Ouais. Il faut qu'on soit là. Et alors comment ça s'est passé là pendant l'inter-saison, j'allais dire, entre chaque campagne, l'inter-campagne, on referme tout, qu'est-ce qu'on fait? Non, on referme ce qui est fragile. Parce que si vous creusez, je sais pas, mettons 3 mètres de profondeur, vous n'allez pas reboucher 3 mètres, parce que sinon après c'est les Shadocks, quoi, et ils pompaient. Ouais. Donc on essaye de faire en sorte que ce qui est fragile soit protégé, et puis le reste, sa vie. À terme, on peut espérer que s'il y a des beaux ensembles monumentaux, on peut arriver à les mettre en valeur. Ça fait partie du jeu avec les autorités égyptiennes. Alors dans un premier temps, vous avez besoin de combien? Alors là, l'opération de financement participatif qui est lancée, c'est pour avoir 8 000 €. Et 8 000 € permet de travailler sur 3 secteurs. Oui, tout à fait. Ça nous permet en fait de financer vraiment la fouille elle-même, c'est-à-dire les ouvriers sur place, leur transport sur le site. Voilà. Ouais, des ouvriers qui viennent de pas très loin d'une ville à proximité. Hein, Voilà, on Ah, vient de la ville tous à proximité, oui. Voilà, nous aussi on loge là-bas, la ville qui est à côté, qui s'appelle Sané-la-Gare. Et donc on vient tous le matin, on repart le soir dormir à Sané-la-Gare. Et s'il y a plus, vous ferez plus? Oui, tout à fait. Oui, on S'il y a ira en plus, vacances. là, le but des 8 000 € c'est de continuer à découvrir la ville pharaonique, Ouais. de continuer à découvrir toutes les riches habitations médiévales. Et s'il y a plus, on a des pistes pour savoir où se trouve le temple qui existait à l'époque pharaonique. Ça, on a des pistes grâce à des prospections géophysiques qui ont eu lieu l'année dernière, en collaboration avec les Égyptiens. Prospection géophysique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on envoie un radar dans le sol? Ouais, tout à fait. ouais, enfin, Oui, ce c'est des genre-là, quoi. machines. Oui, Un truc comme ça, ouais. Voilà. Et donc, on suppose l'endroit où devait se trouver le temple à l'époque pharaonique. Enfin, il y a quelque chose que vous allez faire quand même dans les 8 000 €, c'est parce que j'ai l'impression que ça vous titille, ça, c'est de trouver l'emplacement de la porte occidentale, non, qui est importante. Non. C'est-à-dire que ça permet de... s'il y a un temple, Inch'Allah, il y a un temple. S'il y a un temple, il est vraisemblablement d'un axe ouest-est. C'est-à-dire que sa porte principale devrait se trouver à l'ouest. Ah oui, donc vous êtes à peu près sûr de la trouver. Enfin, vous savez à peu près où la trouver. Ouais, enfin bon, après, si vous devez creuser 5, 6, 7, 8 mètres pour trouver quelque chose, c'est pas des choses qu'on va enlever au bulldozer, hein, donc Ouais. ça prend du temps. Donc on peut tomber à côté une fois, on peut tomber à côté 2 fois. Alors évidemment, on peut suivre vos aventures sur le net. Tout à fait. Oui, alors on a un site internet, teldibgou.fr, et puis on a une page Facebook aussi, où là, vous verrez plus toutes les actualités de la mission, tout ce qu'on fait au fur et à mesure de l'année, et puis bien là, il y a la page de Ulule, Dibgou l'Égyptienne 2016, pour participer à l'opération de financement. Alors est-ce que pour les Monceaux, vous allez faire une soirée de présentation ou quelque chose comme ça pour... Ah bah, on aimerait bien. Enfin, les Monceaux, Nous ça, aimerions bien, mais il faut trouver maintenant un point d'accueil qui veuille bien. L'appel est lancé. Voilà. Voilà, donc madame, monsieur qui nous regardait et qui avait un établissement public pour accueillir éventuellement nos conférenciers, nos égyptologues qui viendraient présenter leur projet, ça pourrait être une bonne idée, ça. Ah, Tout à fait. Pour aller bah, beaucoup oui. plus loin dans la découverte. Hein. Le Tout à fait, projet et puis tout à les fait. résultats. Et puis les résultats après, Les résultats. bien évidemment. Bon, évidemment, moi je me pose toujours la question, pourquoi un jour on décide de s'installer ici, au Mans, alors qu'on passe sa vie, enfin une partie de sa vie en Égypte?
Ah, alors, je réponds. Mais vas-y. Va. Le Mans, nous, étant une mission indépendante, on a la chance de pouvoir s'installer où on veut. On ne dépend pas d'une institution en particulier. Et donc, le Mans nous a paru être une région déjà fort agréable, située à un carrefour intéressant pour aller à Paris, à Lyon, en Bretagne, en Normandie. C'est très bien placé. Et puis, c'est un carrefour culturel aussi intéressant, puisqu'il y a les universités du Mans, d'Alençon, de Rennes, de Nantes, de Paris un peu plus loin. Mais donc, ça réunissait vraiment tous les critères dont on avait envie pour implanter notre mission. Vous êtes allé voir certains sites de fouilles locaux ou pas? Ah oui, on a déjà été à voir Mars Mulot, à Allonne. Voilà. Bon, on y va souvent parce que on promène notre chaîne dans la forêt à côté. Très bien. Écoutez, bienvenue encore une fois. On espère surtout qu'il y aura beaucoup de monde à vous soutenir à partir de 5 €. Donc, effectivement, c'est assez facile. La dernière fois, vous aviez eu combien de donateurs sur votre dernière campagne? On avait eu un peu plus de 100 contributeurs pour le projet Ulule. Et dans notre association, on doit avoir à peu près une centaine d'adhérents. Ouais. Alors des fois, ils se recoupent quand même. Évidemment, on peut imaginer. Ouais. Bon, voilà, on espère que vous allez en trouver encore au moins autant, si ce n'est plus, grâce à cet appel. Je vous rappelle, ça s'appelle Dibgou, non pas l'Égyptienne, 2016 sur Ulule. Merci Christelle Desbordes, merci Philippe Brissot d'être venu nous présenter cette jolie campagne. Merci à vous de nous avoir suivis. Juste un petit mot avant de se quitter. N'oubliez pas, sur lmtv.fr, vous pouvez cliquer sur un petit lien qui vous permettra de nous dire vos habitudes d'écoute. Vous le savez qu'on fait cette campagne, nous aussi, tous les ans. Ça va vous demander 2 minutes. Il y a juste à cocher les cases. C'est très rapide et ça nous sera très utile pour essayer d'améliorer les programmes, notamment à la rentrée prochaine. Merci à vous et bonne semaine.